Pour chers collègues, ce qui est bien, c'est que quand on dit chers collègues, on inclut à la fois les hommes et les femmes, et c'est parfait. Hein, on dit tous bonjour à toutes et à tous maintenant, mais voilà, c'est une chose. Moi, je voudrais m'inscrire dans la continuité de ce qu'a dit ma collègue Sarah Boukala, bien sûr. Par contre, je voudrais plutôt parler de la deuxième, mais sur la première délibération, il y a deux choses que je retiens sur lesquelles je trouve que vous avez beaucoup avancé. Et ça, je le salue. C'est à la fois, effectivement, le développement du sport féminin, du sport féminin. C'est vrai, c'est relativement nouveau, même si tout le monde y pense, y pensait. Mais il y a vraiment une action qui a été faite, et là, je le reconnais pleinement. Et la deuxième, c'est celle que vous avez engagée sur la question de l'égalité homme-femme, des genres et des sexualités. Sarah a conclu là-dessus. C'est vrai que ça, c'est nouveau. Vous l'avez bien porté et vous l'avez mis en exergue. Ça a beaucoup d'effets, beaucoup d'impacts, beaucoup plus sensibles que ce qu'on peut imaginer. Ça remet en cause non seulement la dualité homme-femme, mais ça va bien plus loin que ça. Et je trouve que là, il y a une finesse d'analyse qui est à remarquer. Ce que je voudrais dire particulièrement, c'est sur la charte et sur cette écriture inclusive. Alors, même si ce n'est pas politiquement correct, Monsieur Carros, de dire ça, je le dis quand même. Et puis, à la fois aller dans ce sens-là et à la fois amener quelques limites. Hein. Alors, bien sûr qu'il faut reconnaître que la prédominance de la priorité du masculin sur le féminin, non seulement dans la grammaire, mais dans le langage courant, n'est plus acceptable aujourd'hui, à l'heure où on promeut l'égalité des genres. Mais pour les personnes qui se sentent un peu à l'étroit dans l'opposition binaire homme-femme, comme moi, il n'y a pas pour l'instant de pronom neutre en français. Donc il faut bien trouver des solutions pour en parler. Et il s'agit vraiment de remettre en question l'emploi du masculin, je dirais, du masculin comme générique de l'humanité. On fait comme si le masculin, c'était le fondement, le fondateur. Non, bien sûr. Et c'est ça l'intérêt global, un peu, de cette remise en question du binaire. Alors, vous avez vu comme moi qu'au niveau national, il y a des avis différents. À la fois, on a d'un côté le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes qui incite à faire évoluer les usages linguistiques vers des pratiques plus égalitaires, moins sexistes. Et parallèlement, on a une autre institution qui s'appelle l'Académie française, qui est, elle, la gardienne du temple, et qui s'arc-boute pour bloquer toutes ces innovations, toutes ces préconisations. Alors ça ne rend pas la lecture de tout ça très aisée. Il est important de dire que la grammaire prescriptive, celle qui codifie la langue, elle n'a rien d'immuable. Elle est en fait complètement liée à la politique et à l'organisation sociale des personnes qui partagent une langue. Et que ça plaise ou non, il n'est pas seulement question de linguistique, mais également de politique quand on parle de ces choses-là. La langue participe au rapport de force, elle laisse croire que laisser croire que cet usage, que c'est l'usage qui a spontanément résolu la question en imposant la règle du masculin qui l'emporte sur le féminin est vraiment de mauvaise foi. Il n'y a pas de raison d'interdire l'accord entre le mot le plus proche au nom de la supériorité du masculin. L'accord de voisinage a substitué dans toutes les langues romanes. Il était encore fréquent en France au XIXe siècle, mais il a cessé d'être enseigné pour des raisons très idéologiques. Donc je partage tout à fait la nécessité de l'engagement pour une égalité réelle entre les genres, et dans ce sens, l'écriture inclusive ou non discriminante est une avancée majeure que je salue par l'existence de cette charte. Mais je terminerai par un petit bémol. En grammaire, comme dans la vie d'ailleurs, les oppositions de type binaire ne correspondent jamais à la réalité. La réalité est toujours bien plus complexe. Il en est de même pour l'écriture inclusive. L'écriture inclusive peut créer parfois une difficulté, une complexité qu'il est délicat à gérer. Pour rester vivante, la langue doit demeurer un moyen de communication fluide, simple, et la redondance de termes peut être fastidieux, voire même paradoxalement parfois discriminant. Je vous donne deux exemples. Par exemple, si je dis « j'aime les chats, les chiens et les abeilles », tout le monde comprend
que j'aime les chiens et les chats, que j'aime les chiennes et les chiens, et les abeilles, mâles ou femelles. D'ailleurs, chez les abeilles, c'est pas tout à fait ça, puisque le mâle, c'est un faux bourdon. Donc il faut dire j'aime les abeilles et les faux bourdons. Donc c'est assez complexe. Hein. Donc est-ce qu'il faut en rajouter? Je ne suis pas certain. La deuxième remarque, elle a été un peu soulevée par Mathieu Chamussy. Dans le domaine scolaire, l'orthographe est déjà un marqueur de discrimination. Et pas que dans le domaine scolaire, d'ailleurs, dans la formation d'adultes, quand on écrit des CV, etc. Et à l'heure où on songe de plus en plus à revenir aux fondamentaux à l'école, pour pallier des difficultés des élèves à maîtriser notre langue, est-ce qu'il est bien raisonnable de rajouter de la complexité, de créer de nouvelles contraintes au détriment de la lisibilité, de la fluidité, hein, et finalement du plaisir de l'expression? Voilà, donc je vous laisse sur ces deux questions-là et je vous remercie.